retrouver sur Afrique Média Télévision au cœur donc de cette édition, le tout premier numéro de géopolitique international qui revient donc pour marquer bien entendu un point d'honneur, un doigt d'honneur autour des questions de sécurité, notamment liées à cet enjeu du Sahel. Il faut donc le dire, la tension géopolitique monte d'un cran autour de l'alliance militaire entre l'Algérie et la Russie, mais surtout l'Iran pour le contrôle du Sahel. Le vice-président de l'Institut espagnol Coordinates pour la gouvernance et l'économie, Jesus Sanchez Lambas, a donc bien, alerté il y a peu les puissances occidentales qui doivent, de son point de vue, anticiper la catastrophe pour les puissances de l'OTAN en renforçant donc leurs relations avec les rares partenaires fiables dans la région comme le Maroc. Eh bien, la question, elle se veut assez péremptoire. Pourquoi l'alliance militaire Russie-Iran-Algérie fait-elle peur à l'OTAN? On en parle avec nos invités qui sont avec nous. Rafa Haboud, vous êtes analyste politique, expert en questions sécuritaires, mais surtout Gamal Abina, internationaliste. Bonsoir à vous, très chers messieurs, respectivement. Bienvenue. Bonsoir. Rafa, je rentre rapidement avec vous autour de cette véritable question. Eh bien, le Sahel aujourd'hui est plus ou moins perçu comme étant une véritable profondeur géopolitique et géostratégique de la part de plusieurs puissances européennes, qu'elles soient impérialistes ou non. Et il est désormais clair aujourd'hui l'enjeu de cet espace désertique eh bien, génère un certain nombre de regards, d'intérêts de part et d'autre. Eh bien, on l'a évoqué, cette alliance militaire qui est en train de se mettre sur pied très progressivement entre l'Algérie, l'Iran et la Russie. Fait-elle finalement peur à l'OTAN? Du moins, c'est ce que l'on peut entrevoir quand on écoute bien entendu le vice-président de l'Institut espagnol Coordinates s'exprimer sur la question. Alors déjà, votre regard, votre lecture autour de cette alliance militaire qui se met progressivement en place au cœur du Sahel, notamment avec ces trois pays. Rafa, votre micro, je vous en prie, on a du mal à vous à avoir votre retour. Votre micro. Allez, des soucis, on vous reviendra dans un court instant. Le temps pour vous de mieux ajuster votre micro. Gamal, la première question, le regard que vous portez autour de cette alliance militaire là, entre la Russie, l'Iran et l'Algérie pour, bien entendu, essayer de véritablement peser autour, donc, autour du Sahel. Quel regard portez-vous autour de cette alliance, Gamal Abina? C'est une alliance qui était attendue en vérité, même si c'est une surprise par rapport à la question iranienne, parce qu'il faut se souvenir qu'en 90, l'Algérie et l'Iran, ce n'étaient pas les meilleurs amis du monde, mais très rapidement, l'Iran a revu sa politique d'expansion de sa révolution islamique, donc il est revenu sur un terrain géopolitique beaucoup plus raisonnable, et l'Algérie, effectivement, a pris la balle au bon, puisqu'elle se rend bien compte que l'Iran est une grande puissance régionale, que c'est un pays qui travaille avec l'Algérie sur les questions économiques, il y a beaucoup d'échanges entre les deux nations, et surtout, ils ont apaisé leurs relations par rapport aux tensions sur la révolution islamique. Donc aujourd'hui, on est sur une alliance stratégique entre un Iran qui était allié avec personne à l'origine en 79. L'Iran était en rupture avec l'Est, avec l'Ouest. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a une alliance géopolitique évidente entre l'Iran et la Russie, on en a parlé. Il y a aussi le fait, avec l'arrivée des BRICS, la rentrée de cette puissance qui n'est pas anodine. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et puis les rapports géopolitiques qui ont changé depuis le 22 février 2022, 24 février 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc un retour des guerres froides qui conduit à penser que l'Afrique sera le nouveau théâtre d'opération de cette guerre froide qui nie pas son nom, qui nie pas que les gens ne veulent pas nommer comme ça, mais c'est le cas. Et effectivement, les cartes sont rebattues parce qu'à l'époque de la guerre froide, on avait une Russie en perte de vitesse qui était incapable de faire face, qui avait des difficultés économiques chroniques par rapport à l'économie dite simplement de bien d'équipement de base, hein. Donc ils avaient beaucoup de militaires mais peu de civils. Aujourd'hui, la Russie a beaucoup évolué, elle a revu son économie, elle a revu sa logique en termes d'approche économique qui n'est plus marxiste, et surtout la Russie avec la Chine, qui sont devenus des alliés d'ailleurs de circonstances, mais étonnamment de grands alliés alors que ça n'était plus le cas depuis très longtemps, eh bien ont décidé de revoir la copie par rapport au monde multipolaire qu'ils réclament à la Corée. La question africaine, évidemment, avec l'Algérie, qui a toujours été un allié de la Chine, de la Russie, effectivement, de la Chine,
et qui se retrouvaient alliés avec l'Iran par rapport aux questions militaires dans le Sahel, laisse évidemment à penser pour beaucoup de personnes, observateurs. On se rend compte que des pays qui n'étaient pas forcément amis à l'origine ont fini par se mettre d'accord sur les questions de géopolitique qui dépassent leur politique nationale. Et aujourd'hui, on a des alliances inattendues, mais qui, à mon sens, vont apporter sans doute beaucoup plus de tranquillité dans le Sahel qu'il y en a eu jusqu'à présent, puisque avant le retour de la Russie sur la scène politique, on avait, ça avait commencé en Syrie d'ailleurs, en Syrie, on avait un Sahel qui était à feu et à sang, on avait plusieurs pays arabes, 6 qui ont été totalement détruits quasiment, et on a surtout une Amérique qui faisait la fête pendant 30 ans, qui a été faire la guerre à droite et à gauche, la Pax Americana, donc le retour d'une guerre chaude et pas une guerre froide, a conduit à la mort de millions de personnes, ne jamais l'oublier. Donc aujourd'hui, le fait que des alliances se nouent actuellement, des alliances qui parfois sont contre nature, laisse augurer peut-être un scénario beaucoup plus optimiste pour l'Afrique que ce qu'il n'a jamais connu jusqu'à présent. Donc, wait and see, comme disent les Américains, mais aujourd'hui, avec le changement de paradigme, avec le changement des rapports géopolitiques, avec cette alliance sino-russe qui était vraiment inattendue, je vous le garantis, parce qu'en 70, les Chinois étaient avec les Américains, avaient lâché la Russie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, chacun travaille pour son intérêt, bien compris, et surtout, chacun a compris que les États-Unis, c'était quasiment ce monopole de la violence était plus acceptable par rapport au reste du monde, puisque surtout le Moyen-Orient et l'Afrique ont subi énormément de guerres directement liées à la présence américaine. Farabou, j'espère que cette fois-là, tout est fin prêt pour que nous puissions vous avoir. Alors, rapidement, Rafa, quelle lecture, quel regard jetez-vous autour de cette alliance qui se met progressivement en place et qui certainement, comme l'a dit tout à l'heure Gamal Abina, sera forcément une force d'interposition face à la volonté de l'OTAN de s'éterniser, bien entendu, au Sahel. Rafa? Non, on n'a pas. Rafa, on a du mal à voir votre retour en plateau. Je ne sais pas si c'est votre micro Le qui n'est pas. micro est... Voilà. Là, c'est parfait. Nous vous écoutons à présent. Alors, qui des deux nous avons, Ah, Rafa ou voilà. Gamal? Allez, on fait savoir que on insistera avec vous, Gamal. Alors, le temps pour Rafa de nous retrouver dans le cadre de cette édition de Géopolitique internationale. Alors, Gamal Abina, est-ce que l'on devrait, alors, sur le plan militaire, eh bien, ces forces, ces puissances que soit la Russie, l'Iran, l'Algérie ne sont plus des forces comment ça, donc la puissance militaire est discutable. Mais la question est-ce que comment est-ce que cette alliance va véritablement se mettre en place? Oui, il y a une alliance militaire qui est, du point de vue de l'équipement militaire, qui est une véritable force d'interposition. Mais comment est-ce qu'elle pourra rentrer en scène? Parce qu'il faudrait bien entendu qu'il y ait des alliances assez fortes avec les États du Sahel pour que celles-ci puissent rentrer en jeu une fois que eh bien, ces États du Sahel auraient souhaité en tout cas leur accompagnement, comme c'est le cas notamment avec l'AES, l'accord des États du Sahel. Simplement parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en considération et qui sont pris très au sérieux dans le Sahel. D'abord, le fait que l'Algérie n'ait jamais voulu s'immiscer dans les affaires politiques intérieures. Elle a toujours dit nous sommes contre les coups de force, mais personne n'intervient, personne ne doit toucher à la souveraineté des pays. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas d'accord sur le fait qu'il y ait une confiscation du rapidement, les Algériens ont reçu les nouvelles autorités maliennes et ça ne pose aucun problème. L'Algérie ne donne pas de leçon de démocratie, ils n'en sont pas à ce stade-là. La révolution algérienne s'est faite effectivement par les militaires, donc c'est le seul moyen effectivement de retrouver un début de souveraineté. Après, quand le pays est stabilisé, on peut passer au civil, mais c'est toujours comme ça dans les pays en difficulté. Je rappelle que l'Europe de la Seconde Guerre mondiale était dirigée essentiellement par des militaires aussi. Donc dès qu'il y a des moments difficiles, on passe malheureusement par le bras armé, entre guillemets, par la colonne vertébrale d'un pays qui est l'armée, puisque c'est ce qui est le plus structuré. Ensuite, concernant le rapport qu'ils ont au Sahel, effectivement, ça a été entendu, que ce soit le Mali, ou récemment encore avec le Niger, où l'Algérie s'est opposée formellement à une intervention militaire étrangère, rappelant que même s'il était opposé au coup de force que Mohamed Bazoum a subi, il n'en demeure pas moins que les Nigériens sont des gens qui sont souverains chez eux. Donc l'Algérie a des intérêts évidemment géopolitiques dans la région, puisqu'il y a un gazoduc qui doit passer du Nigeria par le Niger pour aller en Algérie. Donc ils ont tout intérêt à créer des conditions favorables au développement économique et au partenariat. Et puis à côté de ça, on a cette plateforme algérienne qui commence à se développer sur le plan militaire. On a une industrie militaire naissante, on a une industrie très puissante en Iran, parce que l'Iran développe toutes ses armes, ils font leurs avions de combat, leurs missiles, ils sont capables de lancer dans l'espace, ils ont fait récemment encore des satellites, ils ont des lanceurs, ils ont des capacités offensives assez conséquentes, bien que le défensif soit mis en avant. Et le fait d'avoir une plateforme comme l'Algérie,
tout comme Israël est une plateforme finalement des États-Unis. Et d'avoir une plateforme comme l'Algérie partenaire avec la Russie et l'Iran, ça crée un intérêt commun pour ces trois nations, puisque l'Iran est déjà très présente avec ses coopérants, on parle beaucoup de Wagner, mais c'est des coopérants russes avant toute chose dans la région. Le fait d'avoir une base de repli algérienne qui garantirait effectivement un redéploiement de forces, parce qu'il faut toujours un porte-avions, entre guillemets, terrestre pour recevoir les forces, une base de repli si besoin, eh bien l'Algérie garantit cela. Pourquoi? Parce que d'abord, l'Algérie a lutté pendant 10 ans contre le terrorisme, on le sait déjà, donc ils ont une expertise dans le domaine. Pour ce qui concerne l'insurrection de type, on va parler de guerre asymétrique, donc de type guérilla, ils savent faire. Et l'autre aspect, bah, c'est le caractère, effectivement, que l'Algérie a toujours défendu, à savoir l'indépendance, l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. Toutes ces questions-là sont soulevées avec acuité. On ne dit pas que les Russes sont les plus à même de garantir l'indépendance des peuples, mais au moins ils coopèrent. On l'a vu avec Nasser à l'époque. Et surtout, l'arrivée des Russes, des Iraniens qui s'inscrivent réellement dans cette logique-là, c'est de dire qu'on a des partenaires solides sur le plan industriel, militaire, pour pouvoir garantir que l'Algérie puisse être une forme de gendarme de la région. J'aime pas le terme parce que ça rappelle les États-Unis, mais une forme de protecteur, entre guillemets, des intérêts des pays de la région et pour ramener le calme effectivement dans le Sahel, parce qu'au départ, rappelons quand même que le Sahel, c'est les groupes djihad d'Algérie, de Libye et d'autres qui ont été directement irrigués le Sahel, qui ont soulevé des mouvements de protestation d'un côté et puis des mouvements séparatistes comme l'Azawad de l'autre. Toutes ces questions-là sont posées avec acuité. L'Algérie veut du calme à ses frontières. La plupart de ces frontières sont instabilisées, donc cette coopération va apporter un concours aux Algériens qui ont la possibilité aujourd'hui de déporter avec la réforme de la Constitution les forces armées algériennes en dehors des frontières. Alors, Rafa, est-ce que vous êtes définitivement avec nous, Rafa? Est-ce que vous écoutez? Oui, je vous écoute très bien. Et vous? Allez, merci. Alors, Rafa, nous vous accueillons. Pourquoi l'urgence de mettre une telle alliance maintenant de la part de ces trois pays au cœur du moins au cœur du Sahel? Mon avis, c'est qu'il n'y a pas d'alliance militaire stratégique entre l'Iran, la Russie et l'Algérie dans le Sahel. Ça, c'est une propagande marocaine. Vu l'article qui est sorti dans l'Institut espagnol, ça Ouais. date de mars 2023. Cette propagande a commencé à partir de 2015-2016, quand le Maroc a accusé l'Algérie de recevoir les agents du Hezbollah à Tindouf, Polisario. Donc ça a commencé comme ça et c'est pour ça que cette propagande a été élaborée partout, même avec des journalistes algériens qui vivent au Maroc, qui disent que l'Algérie, avec le Hezbollah et les gardiens de la révolution, entraînent l'armée du Polisario pour libérer le Maroc et pour attaquer le Maroc. Cette, euh, cette, cette, euh, cette stratégie maroco-israélienne vise à mettre le Polisario dans le giron des groupes terroristes, c'est-à-dire le Hezbollah est reconnu comme une organisation terroriste par les États-Unis, par les pays du Golfe. Donc, dire que le Hezbollah est financé par l'Iran, donc ils entraînent le Polisario à Tindouf, donc le Polisario devient une organisation terroriste. Donc, par ricochet, l'Algérie est un État voyou qui finance le terrorisme. Donc, ça, c'est la stratégie du Maroc. En ce qui concerne maintenant l'alliance entre l'Algérie et l'Iran au Sahel et la Russie, je ne vois pas l'intérêt de l'Algérie de faire une alliance pareille. Je dirais peut-être que l'intérêt de l'Algérie serait d'obtenir le transfert de technologie en armement par rapport à l'Iran. Ça serait intéressant, oui. Mais de là à accepter que des bases soient installées au Sahel, c'est-à-dire au sud de l'Algérie, voire même à l'intérieur de l'Algérie, ça, ce n'est pas dans notre doctrine algérienne. Donc, pour moi, cet article-là, c'est un article de propagande, c'est pro-maroco-israélien. C'est pour ça qu'ils veulent faire croire au monde qu'il y a une alliance entre l'Iran, l'Algérie, la Russie. Ils disent même que la Russie utilise l'argent de l'Algérie pour faire sa guerre en Ukraine. Ça, c'est de la propagande qu'on a vue partout depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'on a de bonnes relations avec l'Iran et avec la Russie. C'est sûr que si demain la guerre en Ukraine ou ce qui se passe maintenant en Palestine, tout ce problème s'expanse avec la Chine et qu'on va vers une troisième guerre mondiale, c'est sûr que l'Algérie est dans son intérêt, ainsi que l'Afrique, de faire des alliances comme ça avec des puissances qui veulent un monde multipolaire. Ça, c'est certain. Mais c'est très loin encore maintenant pour l'instant. Et surtout que
il y a un problème très très important que les politiciens ou les géopoliticiens ne voient pas, c'est-à-dire un problème qui est souterrain, c'est le problème de la religion. C'est-à-dire en islam, vous avez le chiisme et le sunnisme. Donc l'État iranien est un État chiite, donc tous les États qui sont alliés avec l'Iran sont accusés d'être pro-chiites, pro-Iran, contre-sunnites, contre pays sunnites. C'est ce qui est arrivé au Moyen-Orient. D'ailleurs, le printemps arabe a été déclenché par rapport à ça, c'est-à-dire après la guerre de 2006, que la défaite d'Israël contre le Hezbollah en 2006 a galvanisé les foules arabes, comme aujourd'hui l'attaque des Palestiniens qui galvanise positivement la rue arabe. Donc la peur d'Israël et la peur des pays du Golfe d'une croissance chiite, comme ils disent, ou l'expansion de la doctrine chiite dans les populations sunnites, ils ont tiré l'alarme et c'est à partir de là que ça a commencé leur union sacrée entre les pays du Golfe, voire le plus grand pays du Golfe qui est l'Arabie Saoudite et Israël contre l'Iran. Donc, l'Algérie a été accusée à plusieurs reprises qu'il y a une expansion du chiisme en Algérie. Et l'Arabie Saoudite, les propagandistes de l'Arabie Saoudite à l'époque, les télévisions, les imams religieux, les vidéos existent en tous les cas et les articles existent. Ils accusaient le pouvoir algérien d'être un pouvoir chiite qui travaille pour l'Iran, comme la Syrie, comme le Hezbollah, et qu'on devient des agents des chiites. Donc ça, c'est un problème à voir. C'est-à-dire, le printemps arabe a été monté pour faire tomber tous les pouvoirs arabes après 2006, pour instaurer des pouvoirs pro-frères musulmans. Ces pouvoirs pro-frères musulmans, en Libye, en Syrie, en Égypte, allaient servir à galvaniser les foules contre la doctrine chiite. Et ça a commencé en Syrie. Mais ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, qu'il y a des accords entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, que les accords ont été rétablis entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, le Maroc et Israël se retrouvent en mauvaise position. Surtout le Maroc. Il ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'il va reprendre des relations avec l'Iran? Est-ce qu'il ne le fera pas? Il est tenu par Israël, qui est l'ennemi de l'Iran. Aujourd'hui, tout est lié, c'est-à-dire avec la guerre en Palestine qui a été déclenchée par les Palestiniens le 7 octobre, toutes les cartes ont été redistribuées par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport en Asie, par rapport en Afrique, au Sahel. Il y a un point culminant de l'affaire qu'il faut voir comment l'Algérie n'a pas été acceptée dans les BRICS. L'Algérie ne peut pas faire des alliances serrées, par exemple avec l'Iran ou la Russie, contre les Américains. Pourquoi? Parce que nous, il faut qu'on soit la balance entre les deux. Ça arrange la Russie, ça arrange les États-Unis, ça arrange les pays d'Afrique. Nous n'avons pas été admis au BRICS à la dernière minute. D'ailleurs, l'Algérie n'a pas envoyé, le président algérien ne s'est pas déplacé en Afrique du Sud. Il a envoyé son ministre du Commerce ou des Finances, je pense, parce qu'il savait qu'il n'allait pas être accepté. C'est un accord en commun avec les BRICS. Il fallait laisser l'Algérie, les mains de l'Algérie libres, comme ça, pour prendre le dossier du Sahel, dans l'intérêt des Américains, dans l'intérêt des Russes et dans notre intérêt, c'est-à-dire être la carte au milieu. Les Américains sollicitent l'aide de l'Algérie pour que les Russes ne prennent pas vraiment pied au Sahel. Et les Russes veulent bien que l'Algérie soit un pays stable. Donc, ils nous laissent le dossier du Sahel. On s'occupe du dossier du Sahel. On envoie les émissaires vers la CEDEAO, vers le Niger, le Mali, et on calme et on arrête l'intervention militaire. Ce qui ne fait pas l'avis de la France, que les Américains veulent mettre dehors de l'Afrique. Mais maintenant, l'Algérie, elle a les mains libres et elle a pu arrêter l'intervention militaire et elle a proposé une plateforme. C'est pour ça que nous ne sommes pas rentrés dans les BRICS. Parce que si on serait rentré dans les BRICS, on aurait été directement confronté aux Américains et à l'OTAN, comme étant contre eux. Donc nous, pour prendre la carte du Sahel, qu'on est la puissance d'Afrique du Nord, et nous avons des relations avec les pays du Sahel très profonds, que ce soit par rapport aux Touaregs, que ce soit par rapport à l'histoire de la révolution algérienne, que ce soit par rapport aux décolonisations de l'Afrique. Donc nous sommes un pays respecté, c'est-à-dire que notre parole a de l'importance. Donc on a préféré se retirer du BRICS et calmer la zone au Sahel. C'est ce qui se passe maintenant et on verra ce que les prochains jours nous réservent. Mais chose est sûre, c'est que nous avons réussi à mettre
le calme au Sahel. Et en ce qui concerne l'Iran, on n'a pas de relation stratégique militaire avec l'Iran. C'est juste une propagande maroco-sioniste. Il y a quelques jours de cela, eh bien, on assistait à des véritables manœuvres militaires conjointes entre votre pays, l'Algérie, et la Russie au sein donc de la Méditerranée. Gamal, je vous retrouve. Partagez-vous dans le fond cette lecture d'Afa Bout, qui pense d'ailleurs que c'est une véritable manœuvre marocaine dans l'éternel conflit désormais qui, on va dire, oppose Marocains et Algériens sur la question du Front Polisario et bien d'autres théâtres d'opération, notamment sur la question de l'entité sioniste et la Palestine. Juste une question, c'est pour être sûr de pas me tromper. Rafa, c'est vous qui avez fait la réponse à Berkane? C'est Berkane? Oui, Ah, oui, oui, bah, absolument. j'applaudis demain. Merci, On prépare une réponse, merci, comme ça on s'est demeuré. Donc, merci beaucoup. ah, mais je vous Merci. félicite, hein, parce que les shahids, ça a de la valeur et se demeurer. Absolument, Non, mais là-dessus, félicitations. absolument, absolument. Ils veulent effacer la mémoire de la révolution Absolument. pour ne, pour ne pas laisser le choix aux Palestiniens et la doctrine algérienne qui nourrit qui nourrit l'âme du Tout à Palestinien, fait. l'âme de la révolution palestinienne. Voilà, donc pour répondre à la question. Donc là, je comprends ce que dit Rafa par rapport à ces questions-là. C'est ce que j'ai soulevé tout à l'heure. L'Algérie, l'Iran en 90, ça se passait très très mal, ça s'améliore, il y a des relations économiques qui se développent. Les Iraniens se sont apaisés. Tout est possible dans la géopolitique parce que ça bouge très vite. Je ne serais pas aussi péremptoire. C'est vrai que je sais pourquoi elle dit qu'effectivement, le Maroc, depuis des années, nous sert que, soi-disant, l'Iran voudrait rentrer en Algérie, nourrirait l'armement du Sahara occidental. Ça, c'est de la propagande vulgaire. L'Iran n'a absolument rien à voir avec le Sahara occidental. Il n'y a aucun Pasdaran au Sahara occidental. Il n'y a rien de tout ça. L'Algérie, sur la question sahraoui, laisse les Sahraouis faire leur travail. Elle n'intervient même pas militairement. C'est vous dire à quel point les principes onusiens auxquels l'Algérie semble attachée, puisque l'ONU a participé quelque part à la négociation pour l'indépendance, l'Algérie n'a pas oublié. Donc ça, c'est une réalité. L'autre aspect, effectivement, c'est le rapprochement Algérie-Russie. Indiscutablement, il y a un rapprochement. Et je n'exclus pas, par contre, le fait d'avoir une collaboration beaucoup plus avancée entre les Russes et les Algériens, parce que on a besoin du transfert technologique que la Russie, jusqu'à présent, il faut être très honnête, ne nous a jamais fait de cadeau. Ils nous ont envoyé des avions rouillés à une époque. Ils ne font pas de transfert technologie, ils ne transfèrent pas d'usine, ils font que vendre du militaire. Et ça pose problème. Les Algériens ont un coup à jouer là-dessus. Donc si les Russes jouent la donne du transfert de technologie et de la production de matériel militaire comme les Américains le font par exemple avec les chars Abrams avec l'Égypte, et bien là, ça deviendra intéressant. Et pourquoi pas, effectivement, que la Russie puisse avoir une base dans la région, puisque finalement, les Américains ont des bases un peu partout, comme ils en ont une, par exemple, au sud de l'Algérie. Il y a une base à Agadez, au Niger, une grosse base américaine de 100 millions de dollars. C'est inquiétant quand même pour les Algériens. Donc je pense que cet équilibre entre, et vous avez raison de le rappeler, entre l'Algérie, qui a toujours eu un équilibre entre la Russie d'un côté, où le cœur penchait vers le régime socialiste, et de l'autre côté, un équilibre avec l'Amérique, où il n'y a jamais eu de rupture avec les États-Unis, ce qui est quand même assez étonnant, mais l'Algérie est capable de ça. C'est un pays qui n'a pas d'ennemis. On met le Maroc de côté, parce que le Maroc, c'est une mauvaise plaisanterie, mais globalement, l'Algérie n'a pas d'ennemis. Le seul ennemi déclaré et normal, il faut le rappeler systématiquement, c'est Israël. Comme disaient les révolutionnaires algériens, l'Algérie ne sera libérée que lorsque la Palestine sera libérée. C'est ce que disait aussi Mandela. Donc c'est vrai que le seul pays qui pose problème, c'est Israël. Le Maroc, pour des raisons de Sahara occidental, mais pas seulement. Cette problématique, c'est pas une guerre entre deux pays riverains ou deux forces équitables. On n'est pas dans le même rapport de force. L'Algérie est largement plus puissante que le Maroc à tout point de vue, économiquement, la superficie, l'application de sa population et surtout, simplement, en termes de politique. Le Maroc n'a pas de politique, n'a pas de diplomatie. C'est un pays qui ne travaille que pour le Sahara occidental et ses relations avec Israël. La problématique, c'est que le peuple marocain est pris en otage de cette politique. Le peuple marocain qui a démontré à Rabat qu'il ne voulait pas ces accords honteux de paix avec Israël, parce qu'il ne faut pas appeler ça de la normalisation, ça s'appelle les accords de paix et de capitulation. Le front des capitulaires là, a emporté 5 pays arabes pour l'instant, il faut que ça s'arrête. Donc aujourd'hui, le peuple marocain a fait entendre sa voix, il y aura des conséquences, vous avez bien fait de le dire, enfin, le fait que effectivement, le peuple est vent debout par rapport au martyr des Palestiniens et que tranquillement, l'État marocain fait la paix avec un pays pour lequel il n'a rien reçu en contrepartie, rien, même pas la reconnaissance du Sahara occidental, c'est vous dire. Eh bien, ça dit des choses. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a des blocs occidentaux qui sont en déliquescence, ça se dégrade, clairement, ils ne vont pas chuter, mais ils sont en recul. Des blocs de l'Est qui sont en pleine croissance, avec les BRICS qui sont montés, mais pas seulement, hein, la Russie et la Chine surtout, c'est l'atelier du monde, on le sait, mais pas seulement la Chine, hein. Tous les pays périphériques à la Chine sont très puissants maintenant. Donc si on prend tout ce rapport de force numérique, nombre d'habitants, superficie, le terrain, les rapports d'alliance,
On va jusqu'au Brésil pour l'Alliance des BRICS, c'est pas rien. Les 5 continents sont représentés. Les rapports militaires, l'Algérie se modernise et Dieu merci, elle sait parfaitement à qui elle a affaire. Les Algériens ne sont pas des imbéciles. Ils savent le risque de baisser la garde parce que si vous baissez la garde, immédiatement, c'est un coup de couteau dans le dos. Rappelons-nous de la glorieuse épopée de Mir al-Qadr qui a fait pendant 1 an une paix avec les Français. Donc la signature ne valait rien. 1 an plus tard, les Français rompent le traité TAFTA pour empêcher effectivement que le Mir al-Qadr puisse libérer l'Algérie. Donc ça, c'est les éléments importants qu'il faut retenir. Mais c'est vrai que moi, je n'exclus pas radicalement le changement de paradigme avec l'Iran. Parce que l'Iran est un pays très particulier. Il est vrai que la révolution islamique, c'était une obsession de Khomeini. Après, on a eu d'autres leaders iraniens qui étaient plus ou moins modérés. Après, on a eu le plus excité de tous, qu'on connaît tous, c'est Ahmadinejad. Puis aujourd'hui, on a un Iran qui est géopolitique. C'est-à-dire qu'il se dit, il s'inscrit dans son environnement. Il sait qu'il ne doit pas être seul. Il sait qu'il n'a jamais été colonisé. Donc, c'est un modèle en cela. Et en même temps, c'est un pays qui est en danger. Les États-Unis, ça fait 42 ans qu'ils veulent, enfin 43 ans maintenant, qu'ils veulent, même 44 ans aujourd'hui, puisqu'ils sont 19, qui veulent le détruire. C'est une obsession. Il n'y arrive pas. Et ça prouve que l'Iran a été capable de faire face à des difficultés bien plus importantes qu'on imaginait. Donc, aujourd'hui, le rapport Algérie, Russie traditionnelle, long, qui existe, et peut-être Iran et Chine qui commencent vraiment à poindre le bout de son nez, peut-être pour l'Algérie une véritable plateforme de lancement, et là je parle de raisons économiques avant toute chose, et militaires évidemment, pour faire en sorte que notre pays soit garanti dans ses frontières, parce que les risques sont toujours là, il y a toujours des monstres comme ça qui sont tapis dans l'ombre, il y a toujours des traîtres qui vont essayer de planter l'Algérie par derrière. Donc il faut tout faire pour se prémunir de cela. Et le seul moyen pour faire en sorte que l'Algérie s'en sorte, c'est que ça reste une grande puissance militaire et que ça le devienne. Alors, je reste avec vous, Gamal. Alors, au regard du concept de l'internationalisation des conflits, tel que voudrait bien entendu désormais axer sa politique militaire en Afrique par les États-Unis, est-ce qu'il n'est pas de bon aloi, en tout cas pour l'Algérie, de surfer en tout cas sur ces différents leviers-là pour essayer de faire bien entendu renverser ce rapport de force, certes qui ne lui est pas défavorable, mais qui pourrait lui être davantage favorable dans la quête davantage de sa souveraineté. Vous l'avez si bien dit, l'Algérie ne sera indépendante que lorsque la Palestine le sera. Et on le sait tous, l'axe Moscou-Alger est tout aussi porteur d'une véritable vision de stabilité, mais surtout de profondeur géopolitique au cœur du Sahel. Est-ce que le concept d'internationalisation des conflits tel que veut aujourd'hui, bien entendu, nous amener les États-Unis en déclarant d'ailleurs, en votant une loi, faisant passer une loi qui va s'attaquer à toutes les actions militaires de la Russie sur le continent africain, ne devrait pas, ne pourrait pas justifier la mise en place d'une quelconque, peut-être pas une alliance dans le sens strict du terme, mais une véritable coopération militaire entre l'Inde, mais surtout l'Algérie et la Russie pour essayer bien entendu de rétablir le rapport de force autour de cet enjeu qui est bien entendu le Sahel. Alors oui, effectivement, la relation entre l'Algérie et la Russie est une relation qui se développe de plus en plus parce que les Russes ont besoin aussi de sortir de ce début d'isolement. C'est un isolement très superficiel, en vérité, c'est l'Occident qui est contre la Russie. Et en plus, l'Occident est en train de se fracturer sur la question ukrainienne. Mais une chose est certaine, c'est que l'Algérie et la Russie ont en commun plusieurs choses. D'abord, un passé révolutionnaire, parce qu'il faut reconnaître que les Russes ont quand même fait des révolutions. Ensuite, un passé colonial, même si nous, on a duré, il y a eu 132 ans de colonisation, les Russes n'ont eu que 3 ou 4 ans de colonisation avec les nazis. Et puis surtout, ils ont quelque chose de commun. Ils ont eu un syndrome, ce fameux syndrome hollandais, où on ne produisait quasiment exclusivement des hydrocarbures. Ça change, tant mieux, ça commence à se transformer. Et les Russes ont le même problème. Essentiellement, ce que produisait la Russie, c'est du pétrole, du gaz et du fer, enfin, tout ce qui est éléments minerais, mais ce n'est pas grand-chose d'autre. Aujourd'hui, la volonté des deux pays, c'est de sortir de cette monoproduction de richesse, de sortir de cette dépendance à l'extérieur, parce que quand le pétrole baisse, le pays ne va pas. Quand le pétrole monte, c'est l'opulence, mais c'est l'opulence avec le risque d'un contre-choc pétrolier comme en 86 ou en 2014. Donc l'Algérie le sait, multiplie ses relations et ses partenariats, mais l'Algérie, comme je le dis très bien, a la chance, il y a une chose qu'on a su faire, et c'est ce qui a été fait par le GPRA pour la Révolution, c'est qu'on a eu de jeunes révolutionnaires qui avaient une éducation qui n'était pas de mauvaise qualité, mais qui ont su parfaitement comprendre les arcanes de l'Occident. Pourquoi? Parce que l'Algérie a côtoyé la France 132 ans, donc elle sait les capacités de fourberie des Occidentaux, les capacités de négociation, les capacités de présenter une insulte
très correcte, c'est-à-dire qu'on vous insulte, mais de façon sans vous insulter. Elle sait comment négocier les rapports de force. Elle sait comment parler à ses interlocuteurs en gardant, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Tout ça, elle sait faire. Elle connaît effectivement la mentalité occidentale et donc elle a su développer une véritable tradition. On peut parler de tradition pour le coup, hein, parce que c'était le Bouteflika jusqu'à récemment la Nomra. Tous les diplomates algériens ont un très haut niveau. Le dernier en date, qui a répondu d'ailleurs à Omar Hilal à l'ONU, l'a ridiculisé. Parce que d'un côté, on voit bien que c'est une sorte de paysan qui s'exprime difficilement et qui dit n'importe quoi. Et de l'autre côté, l'Algérie qui a sur les arguments solides, qui développe de vrais arguments structurés et qui explique et s'inscrit dans le droit et dans le droit international que le Maroc ne respecte pas. Donc simplement, et le Maroc, je parle des dirigeants, ne trompons pas d'ennemis, le peuple marocain, c'est nos frères et ça ne se discute même pas. Donc c'est important de le rappeler. Et je pense que cette nouvelle alliance, ce renforcement d'alliance en vérité avec les Russes, tout en gardant l'équilibre de non-rupture avec les États-Unis, bah, se traduit dans les faits par le fait que récemment, il y a un Cubain, enfin un ex-député, enfin député cubain-américain d'origine cubaine, qui a voulu lever une fronde contre l'Algérie en disant que l'Algérie aidait la Russie en payant des armements. Eh bien, ça n'a pas été suivi des faits. Le gouvernement n'a pas tenu compte de cette tentative de rupture parce que les États-Unis connaissent parfaitement l'importance géostratégique de l'Algérie et surtout parce que les États-Unis ont tout intérêt à garder au moins un pays arabe, je ne parle pas du Maroc qui est quasiment sous contrôle total, mais un pays arabe indépendant avec lesquels ils peuvent parler, qui peuvent jouer les intercesseurs. Je prends l'exemple par exemple des otages, c'est l'Algérie. La fin de la guerre en Éthiopie, Érythrée, c'est l'Algérie. À chaque fois l'Algérie est intervenue, Carlos, le détournement d'avion, c'est l'Algérie. C'est-à-dire que c'est un interlocuteur beaucoup plus crédible que ne le sera jamais l'Égypte, par exemple. Donc les États-Unis ont tout intérêt à continuer à conserver une relation saine avec l'Algérie, sachant qu'en plus l'Algérie, c'est quelque part un État qui est capable de parler russe. Donc tout ça, c'est important de le rappeler. Et je pense qu'effectivement, cette nouvelle donne qui est dans la région et qui va profiter au Sahel, on espère qu'elle profitera au Sahel, si la Russie et l'Algérie se mettent d'accord, il est probable que la paix civile soit de retour et que peut-être, maintenant, avec l'aide de Dieu, un développement puisse enfin se faire dans cette région malheureuse. Rafa, nous écoutons également sur cette préoccupation, le concept d'internationalisation des conflits. Le concept peut-il davantage justifier une action groupée entre l'Algérie, l'Iran et la Russie quand on regarde bien entendu les enjeux qui semblent s'entremêler ça et là, que ce soit sur la question du Moyen-Orient, mais également sur la question africaine? Moi, je parlerai d'un groupement entre pays du Sahel et pays du nord de l'Afrique. Ça serait intéressant, par exemple. Au lieu de ramener des bases étrangères comme les Russes ou les Iraniens, par exemple. Moi, je préférais avoir une alliance entre tous les pays du Sahel avec l'Algérie. Voir la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, pour entourer la Libye, pour avoir une puissance devant la Libye, qu'on sera une puissance militaire aidée certainement par les Russes et par la Chine, qui peuvent entraîner des armées et les rendre professionnelles, et inclure l'Égypte dans cette union. C'est-à-dire, si on arrive à monter une armée, il faut le dire comme ça, parce que maintenant, on parle d'armée, c'est les puissances militaires qui parlent. Il faut qu'on devienne une puissance militaire, nous, comme on est tous l'Algérie et les pays du Sahel, pour pouvoir opter pour une diplomatie, une politique, qui derrière, il y a une force représentative. C'est-à-dire, entre l'Égypte, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, c'est des militaires qui ont pris le pouvoir. Donc, chez nous, en Algérie, on ne le cache pas, c'est les militaires que toujours ils commandent la politique. C'est-à-dire qu'ils ont leur mot à dire depuis la guerre de révolution. Donc, nous sommes des armées. Et comme le dit bien Oded Dinon, qui était aux affaires étrangères israéliennes, qui a fait le projet Oded Dinon, qui parlait de tous les pays du Sahel ainsi que des pays d'Afrique ou les pays arabes, qu'il y avait beaucoup d'ethnies et que c'est les armées qui tenaient ces ethnies en nation. Si les armées sont défaites, ces pays sont disloqués. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en Syrie, en Égypte, ce qu'ils ont fait en Libye, en Irak. Donc, nous, on pourrait faire une alliance militaire entre nous tous et fonder une force militaire dans le Sahel, avec l'Algérie, l'Égypte, aidée par les puissances comme la Russie et la Chine, pour pouvoir avoir des armées professionnelles. Nous avons une armée professionnelle, mais c'est les pays du Sahel qui ne sont pas encore prêts. Avec toutes les manipulations qu'Israël est en train de faire dans le Sahel, avec les Touaregs, par exemple, comme la dernière fois, on a vu le chef des Touaregs parler sur la chaîne I24 et qui a menacé l'Algérie carrément de prendre les armes. Donc, on voit comment il travaille. Quand on voit qu'il
Israël colonise 20 fois le territoire palestinien à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Ils sont présents en Afrique, ils sont présents en Guinée, dans les montagnes de Simondou, par exemple, au Gabon, au Sierra Leone, aux Philippines. Ils extraient de l'or, des diamants, du fer, et ils sont en guerre avec les Libanais chiites qui sont aussi au Sierra Leone. Et c'est une guerre économique et militaire. Donc, moi, je suis pour une alliance entre les armées de tous ces pays-là du Sahel, voire l'Égypte, pour créer. Parce que la Russie, au temps de Omar al-Bashir, ils ont signé avec lui pour avoir une base maritime sur la mer Rouge. C'est ce qui a enclenché la chute de Omar al-Bashir. Tout ça est remis en question. Donc, plaît à mettre une base russe ou iranienne dans le giron de l'Afrique, du Sahel, ça serait un problème de plus. L'Algérie n'opte pas pour ça. On est plus peut-être pour fonder une alliance militaire avec toutes les armées des pays du Sahel. Parce que la question du Niger rentre en droite ligne avec notre réflexion, et vous l'avez, je crois que quelqu'un l'a relevé fort opportunément, la présence de la base militaire américaine du côté d'Agadez, qui est une véritable épine au Sahel, quand on sait le rôle qu'elle peut avoir, notamment en termes de renseignement. Est-ce que ça suffit, bien entendu, de mettre une véritable alliance sous-régionale ou alors même extra-sous-régionale avec les armées du Nord pour essayer de se débarrasser de cette base qui pourrait, bien entendu, être considérée comme un espace d'espionnage au cœur du Sahel, notamment la base militaire américaine du côté d'Agadez? C'est à moi la question? Oui, Rafa, je reste avec vous, je vous en prie. Oui, oui, oui. Il y a une base états-unienne. Vous avez l'Africom aussi. Vous avez l'Africom, bon, qui n'a pas de base, qui n'a pas de base en Afrique, mais ils sont installés en Allemagne, je pense. Mais justement pour combattre toute cette intervention américaine, comme ils ont sorti les Français, il faut que nous, dans la région, nous ayons une force. Parce que les bases américaines, la base américaine au Niger, ils disent que nous, on est là pour combattre le terrorisme. Alors c'est eux qui le créent, ce terrorisme, pour venir le combattre après, et c'est les pays dans le désarroi et profiter des richesses des pays. Donc, avec cette excuse du terrorisme, nous, on peut le mettre sur la table. Nous allons nous occuper du terrorisme, et c'est à nous de faire une force au Sahel. Au lieu de remettre une autre base russe en face d'une base américaine ou une base iranienne, ça risque d'enflammer la région. Donc, il faut être diplomate. Nous allons nous occuper de la région, nous allons former une coalition militaire avec tous ces pays-là. Ça serait, pour moi, à mon avis, ça serait la meilleure façon. Ne serait pas preneur, on va le dire, d'une action pareille, c'est-à-dire avoir un véritable relais au Sahel pour l'implantation de sa base militaire, sachant qu'elle pourra rapidement régler, passez-moi l'expression, ces problèmes avec les États-Unis, ou alors tenter, bien entendu, d'imposer ce rapport de force pour avoir un véritable compromis avec les États-Unis sur plusieurs questions, notamment du côté de la question ukrainienne. Est-ce qu'elle ne serait pas, bien entendu, elle ne surferait pas sur une action pareille, la Russie, par exemple? Non, regardez, je vous donne l'exemple de la Syrie, par exemple. Ils ont une base à Tartus, les Russes. Ils sont en Syrie, ils aident l'armée syrienne. Est-ce qu'ils ont réussi à sortir les Américains? Non. Les Américains se trouvent toujours là-bas. Les Turcs se trouvent toujours là-bas. Ils disent, tant que les Russes sont là, nous aussi, on est là. On a le droit d'être là. Donc, la Syrie, maintenant, entre l'Iran, la Russie, la Turquie, les États-Unis. Donc, ça ne règle pas le problème. Nous avons un exemple en Syrie. Nous avons des exemples en Irak aussi. Les Américains sont en Irak. Il y a des bases, il n'y a pas que des bases iraniennes en Irak. L'Irak est carrément sous l'égide de l'Iran. Mais ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire, nous, pour éviter ce problème que les Américains voudraient rester sur des terres en disant, oui, nous, c'est pour notre intérêt national, il faut qu'on reste en Syrie parce qu'il y a les Russes, il y a les Iraniens. Donc ça, c'est inviter plus les Américains à venir. Il faut qu'on nettoie notre territoire de tout le monde parce qu'on est capable de le faire. Avec l'Algérie et les pays du Sahel, avec l'Égypte, on pourrait organiser une armée commune pour défendre tout le continent africain et voir la Libye, trouver une solution pour la Libye.
Donc nous avons l'exemple de la Syrie, la Russie en Syrie, ça n'a pas réglé le problème. Le problème en Azerbaïdjan, dernièrement, quand la Russie, que l'Azerbaïdjan, que l'Arménie a laissé tomber, et qu'ils sont retournés vers l'OTAN. C'est-à-dire ce n'est pas une science exacte, ça. Il faut qu'on arrive à nous-mêmes nous défendre, comme ils font l'Iran, par exemple. L'Iran, pendant 40 ans, ils ont construit des milices armées au Yémen, en Syrie, en Liban, en Irak, qui entourent l'État palestinien, qui entourent par la Palestine colonisée, et qui réussissent à avoir leur poids. C'est ça qu'il faut, ça veut dire il faut que nous, on soit unis entre nous dans notre zone, et former une armée forte, comme ils font l'OTAN, comme ils font comme la Commission des coopérations du Golfe, ainsi de suite. On ne peut pas compter toujours sur les autres. Oui, sur le transfert technologique, sur l'armement, sur l'apport diplomatique aux Nations Unies, mais c'est à nous de construire notre puissance. Merci à vous, Rafa. Alors, je vous retrouve rapidement, Gamal Abina. La question est, quelle est la formule idéale pour, bien entendu, parvenir à la sécurisation de l'espace sahélien, tout en sachant, bien entendu, que les États-Unis gardent un véritable pied au cœur du Sahel, que ce soit à Djibouti, que ce soit, bien entendu, au Soudan et même en Côte d'Ivoire. Bref, partout au Sénégal, mais surtout du côté du Niger. Comment réussir, bien entendu, à concilier cet tas de choses avec le besoin de sécurisation du Sahel? La question de la sécurité, là, je rejoins Rafa sur un point. Effectivement, on ne peut pas accepter que des forces étrangères viennent faire la sécurité à notre place. Moi, je pense que les deux choses qui doivent être faites, c'est transfert de compétences, transfert de technologie. Compétences, c'est quoi? C'est formation des militaires, mais ça, c'est pas très long, hein. 6 mois, c'est fait, 1 an maximum. Et surtout, transfert de capacités défensives puis offensives. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les Français sont arrivés avec un discours très néocolonialiste. Les bons Africains, ils sont gentils, mais ils restent derrière, nous on fait le travail et on sait comment faire. 8 ans plus tard, on a vu le résultat, il s'est rien passé. Et à part des morts, mais bon, ça n'a pas été glorieux. Donc l'Afrique doit être en mesure de se défendre, doit être en mesure de régler ses problèmes. Et moi, je prends un exemple très concret qui va en parler tout de suite. Les États-Unis ont essayé de déstabiliser l'Éthiopie récemment d'Abiy Ahmed. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réactivé un des 9 États, enfin une des 9 régions éthiopiennes, le Tigré. Surtout que l'Éthiopie avait réglé sa question avec l'Érythrée, donc c'est très bien. Ils ont déstabilisé à nouveau l'Érythrée qui était au pouvoir pendant très longtemps. Et ils leur ont dit quoi? Ils leur ont dit vous allez commencer à faire la guerre et vous allez faire tomber Addis Abeba. Addis Abeba, rappelons tout de même, l'Éthiopie était le seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé, si ce n'est une présence italienne qui a duré 7 ans. Mais surtout, Addis Abeba, c'est quand même le centre de l'Union africaine, donc c'est pas rien. Et Abiy Ahmed a tenu. Il s'est mis en tenue militaire, il est parti lui-même avec son armée, et équipé par, et là c'est là où je parle de transfert de compétences et de technologies, équipé par les drones Bayraktar de Erdogan, de son entreprise turque, ces fameux drones de haute technologie pour ce qui concerne ce genre de guerre, eh bien, il a balayé la colonne de véhicules qui montait jusqu'à la capitale. Et finalement, a sauvé son pays d'une garantie de guerre civile qui allait durer très longtemps. Et cette question s'est posée avec acuité. Est-ce qu'ils avaient les moyens techniques de pouvoir faire face? Oui. Qui a réglé le problème? C'est l'armée éthiopienne. Personne n'est à la rescousse. Et pour autant, le Tigré, avec une formation de plusieurs partis politiques, s'était mis à Washington, d'accord, pour en finir avec Abiy Ahmed. Ça a été un échec total. L'Éthiopie a choisi ses partenaires économiques, c'est la Chine, qui a mis 5 zones économiques spéciales. Donc le pays a échappé au pire. Eh bien, je pense que dans la région, ces régions-là, où on a des populations jeunes, faciles à former, hein, les militaires peuvent être formés rapidement, s'ils sont équipés, comme le Mali actuellement est équipé par la Russie, de beaucoup de matériel de combat aérien et au sol, ils auront beaucoup de facilité à faire le travail. Après, l'autre aspect, effectivement, qui a été évoqué, c'est le fait d'avoir une armée sous-régionale qui soit capable d'être autonome. C'est-à-dire une interarmée entre, par exemple, l'Éthiopie, pas l'Éthiopie, entre le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée, enfin tous ces pays qui se sont mis d'accord et qui ont dit que si on attaquait le Niger, ben, ils interviendraient. Ça, c'est une première phase positive parce que ça va dans deux sens. Le premier sens, c'est pas l'africanisme, c'est une lecture où les Africains travaillent entre eux. Et le second sens, c'est de se dire on est souverain chez nous quand même. C'est incroyable que des pays étrangers viennent faire la police chez vous. Là, c'est pas possible. Je pense que les partenariats ne doivent pas être écartés. Il faut des transferts de compétences. Mais je pense que la souveraineté nationale passe d'abord par le contrôle de ses frontières, par ses propres forces armées et ses propres polices. Donc là, actuellement, le Mali a montré l'exemple, c'est très bien. Il y a un effet de contagion bénéfique qui est en train de se mettre en place et on espère que le reste des pays africains, particulièrement le Sahel, seront capables de reprendre la main sur tous ces mouvements djihadistes, entre guillemets, parce que djihadiste, c'est un terme que j'aime pas,
mais tous ces mouvements un petit peu illuminés qui veulent créer les guerres civiles et qui créent toujours des problèmes d'insécurité chronique dans la région les plus pauvres. N'oublions jamais que là où il y a les guerres civiles, là où il y a des mouvements insurrectionnels de type djihadiste, c'est les zones où il y a le désertique, où c'est les plus pauvres. On prend l'exemple du Mali, le sud est riche, le nord est pauvre. Eh bien, ça, c'est des questions qui doivent être réglées aussi sur le plan économique. Et l'Algérie l'a dit très bien, si on veut sortir de ces problèmes-là, d'abord la sécurité et surtout l'économie. Développer la possibilité que ces pays puissent travailler normalement dans la sécurité et la paix. Allez, merci à vous, monsieur. On va se dire rapidement un mot pour sortir de cette édition du Géopolitique international. Rafa Abou, je démarre avec vous. Vous êtes expert sur des questions sécuritaires. La situation que nous voyons aujourd'hui, eh bien, c'est donc cette véritable prise en main de la question de la sécurisation, d'abord des limites des frontières des pays du Sahel, le Mali avec son offensive, notamment du côté du Kidal, le Niger qui a décidé, bien entendu, de rompre toute forme de coopération militaire avec la France, même si on l'a dit, il y a une épine qui reste celle américaine, avec notamment ses tentacules. Mais telles que les choses sont parties, est-ce que la bataille est partie pour être gagnée, notamment par ces États du Sahel? Oui, je pense que oui, parce qu'il y a une prise de conscience. Le fait déjà de changer le pouvoir qui était pro-français et pro-européen, déjà il y a une conscience. C'est-à-dire, les gens qui ont pris le pouvoir au Niger, au Mali, je pense que c'est des gens qui ont une vision. Mais il ne faut pas les laisser seuls. C'est-à-dire que les peuples sont d'accord avec eux. Maintenant, c'est à nous, l'Algérie, de pouvoir élaborer un projet d'ensemble sur tout le Sahel et l'Algérie en ce qui concerne une entente militaire entre nous et surtout, surtout, surtout des solutions économiques pour les peuples. Ça, c'est le plus important. Mais avant de tout ça, il faut sécuriser la zone. Pour sécuriser la zone, il faut qu'on ait de l'aide de la Russie, de la Chine ou de l'Iran en ce qui concerne la technologie militaire. Il faut d'abord qu'on puisse s'unir entre nous et mettre une force sur place pour pouvoir nous défendre et défendre nos frontières. Et après, opter pour la solution économique. Et nous avons les moyens, Dieu sait que nous avons les moyens. Donc, mais compter sur les autres pour venir instaurer des bases et mettre de l'huile sur le feu, c'est tout. Et on a des exemples que ça ne marche pas. Donc moi, je dis, parce que regardez, quand le Maroc a voulu pousser Israël à être un membre à l'Union africaine, qui c'est qui l'en a empêché? C'est l'Algérie et les pays africains. Et puis Israël, c'est les États-Unis, hein, c'est l'Angleterre, c'est l'OTAN. Donc on peut réussir beaucoup de choses si on s'unit, si on se parle, si on discute entre nous, qu'on trouve des solutions, on peut les trouver. Mais moi, pour la sécurité au Sahel, moi, j'opterai pour une union des militaires de tout le Sahel avec l'Algérie, la Tunisie aussi, bien sûr, pour voir après avec l'Égypte. Si on arrive à monter une force militaire au Sahel, entre nous, ça serait un très, très grand pas en avant. Nous donnons la parole, effectivement, pour refermer cette édition. Vous parlez à moi? Gamal, Oui. la parole très est bien. à vous. On a Oui, suivi Rafa tout à l'heure qui est assez optimiste quant à la capacité, bien entendu, des États du Sahel à parvenir à remporter cette bataille, celle donc de la sécurisation, notamment de l'espace, d'abord de la pays et certainement de se projeter dans une certaine dynamique globale à la sécurisation du Sahel. j'ai aucun doute là-dessus parce que les Africains sont en règle générale de grands combattants qui étaient sous-équipés. Maintenant qu'ils sont équipés, c'est plus le même rapport. Et puis surtout, je pense qu'effectivement, à part ce discours néocolonialiste qui prend les Africains pour des grands enfants, tous les Africains, les Nord-Africains aussi, on a su démontrer depuis très longtemps que ce discours n'est plus opérant. Ces questions de racisme basique et minable ont été violemment heurtées à la réalité, à savoir le combat des indépendantistes, des résistants et des gens qui ont de la fierté, quoi, simplement. Donc je pense qu'effectivement, la bataille est largement gagnable, surtout s'il y a un groupement interarmé qui se met en place, indépendant, c'est important, qui ne viennent pas prendre d'ordre de l'Occident et à qui on ne vient pas donner de leçons de faisabilité. Je vais prendre un exemple très concret. L'Algérie, par exemple, ça a été violent, évidemment, à une amenace dans le site gazier. Il y a eu effectivement une prise d'otage de la part de ce qu'on va appeler des islamistes djihadistes, ou je ne sais comment on les appelle, et ils ont pris, je crois, une trentaine de personnes en otage. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Algériens ne composent pas avec les preneurs d'otages. Alors, c'était malheureusement, il y a des victimes, les gens qui étaient pris en otage sont morts aussi, c'est vrai, on le sait. Sauf que depuis 10 ans, il n'y a plus personne n'a osé faire quoi que ce soit. C'est les méthodes expéditives, elles sont radicales, mais l'Algérie a été habituée à des méthodes radicales pour réussir à garder l'intégrité de son territoire. Et je pense qu'au Mali, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a du radicalisme, il y a des moments difficiles, il y aura sûrement des morts, mais c'est le seul moyen pour en finir avec cette horreur. Si on veut que le pays reste intègre, si on veut que ce pays existe
lorsqu'il a toujours été un pays libre, eh bien, il faut faire en sorte que ce pays soit sécurisé. Et le seul moyen de sécuriser, c'est les rapports de force, et c'est les rapports de force violents. Une fois que la paix sera revenue à ce moment-là, on pourra rétablir un petit peu de quiétude, mais aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, le but, c'est de faire en sorte que ces pays travaillent ensemble pour en finir avec des organisations qui sont alimentées par l'extérieur pour déstabiliser le pays. N'oublions jamais que l'Afrique est un grand, grand gâteau qu'on s'était déjà partagé à l'époque de cette fameuse conférence, de cette ignoble conférence de Berlin. Aujourd'hui, on tente à nouveau de se la partager. Si les Africains ne prennent pas leur destin en main, ils risquent à nouveau d'être victimes d'eux-mêmes. Très cher Monsieur Gamal Abina Rafa Abou d'avoir été de nous dans le cadre de cette première édition de la semaine de géopolitique internationale qui sera fermée. On se donne rendez-vous très prochainement, très cher Monsieur, certainement pour des questions, d'autres questions sécuritaires. À demain pour un autre numéro. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Jamal, bye. Merci, au revoir. Salut, Plaisir. ciao.